Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE. Ça va, Diane? Très bien, et vous, les... Impeccable. Nous sommes toujours en compagnie de Waria et Lucie. Vous allez toujours bien, mesdames? Oui, ça va. Dans la première demi-heure où vous n'étiez pas, Diane, on a commencé à faire un tagine. Tagine, pruneau amande. D'agneau, bien sûr, hein. Bien sûr. Alors, il est fini, là. Là, il est fini, on passe à la présentation. Alors, allez-y. Donc, ça, c'est 45 minutes de cuisson, oui. hein, avec toutes les épices, oui. etc., etc. Voilà. Après, on met la viande dans une assiette avec un peu de jus et on met les pruneaux sur la viande, comme ça, en décoration. Ça sent extrêmement bon. Voilà. On peut mettre même un peu de jus comme ça. Ça c'est pour une personne, ça, Waria? Ça, c'est pour 4 personnes. Ah, d'accord, oui, parce que... Voilà. Mais moi qui suis un gros mangeur, là, j'arriverai pas. Et là, les amandes? Les amandes dessus. Hop, Voilà. d'accord. Et après, on passe au grain de sésame. Important, ça. Ça, c'est la touche finale. Voilà, la touche finale. Et il ne reste plus qu'à déguster. Voilà. Et donc, chez vous, au Maroc, nous, on a tendance à servir ça avec des fois de la semoule ou... Oui, à la classe, les clientèles le commandent avec la graine de semoule. Mais au Maroc, on le mange, on le sauce avec du pain. Bon, eh bien, on n'aura pas le temps de le faire. On n'aura pas le temps de le faire. On va laisser là. Merci beaucoup, Waria. Je vous fais une bise. Je vous fais une bise. Lucie, merci beaucoup. Au revoir. Allez. Bonne continuation. Merci. On se retrouve dans un mois. Oui, Diane, Vous dites-moi. laissez le tagine. Par contre, vous laissez le tagine. On va parler de quoi aujourd'hui, Diane? Eh bien, on va parler de recherche, bien sûr, avec la faculté de Corse, qui est notre invitée une fois par mois. On va parler recherche en sciences humaines, mais aussi en biochimie. Bon, on va commencer avec les sciences humaines, d'accord? D'accord. Et on va commencer surtout avec votre chronique. Allez, Pas on de y va. problème, c'est Merci les filles. Allez, on part. Et donc, nos invités qui sont là, Christelle Mazir, bonjour. Vous êtes doctorante en sciences de l'éducation, c'est cela. Et le titre, l'intitulé de votre thèse, c'est « La transmission du patrimoine culturel en milieu scolaire ». Tout à fait. On va en discuter tranquillement tout à l'heure. À côté de vous, Madame Maupertuis. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, parfait. J'adore votre tenue aujourd'hui. Merci. Super pour la télé, des couleurs, c'est ce qu'il faut. Et puis donc, Diane, on va commencer avec la date du jour. Oui, même si je suis en noir, Madame c'est pas Maupertuis, grave. je ne sais pas oser le dire. Vous, on rappelle votre titre, vous êtes professeur des universités. Tout à fait. Directrice du laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales. C'est vous qui chapeautez un petit peu tout ça. Voilà. Ouais. Allez, Diane, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 5 décembre. Alors, que s'est-il passé le 5 décembre? On commence avec l'année 1360 et la création du franc sur ordonnance du roi de France Jean II le Bon. Il est de même valeur que la monnaie existante qui était alors la livre tournois. Et Jean II le Bon, c'est-à-dire le brave en fait, avait été fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Il avait de très nombreuses dettes à payer. Donc, pour combler les dettes, il va, 1, vendre sa fille, ce qui est déjà pas mal, et 2, créer une nouvelle monnaie. Comme ça va lui permettre de rembourser beaucoup plus facilement sa dette. D'ailleurs, c'est toujours un petit peu le système qu'on utilise aujourd'hui quand il manque de l'argent dans la caisse. D'accord. Voilà, donc il va créer le franc. Allez, nous repartons. Ci andemmo subito in Corsica, 1568. Non, alors là, c'est un petit peu de... 1568, c'est trop en arrière, c'est 1790. On ne retourne pas en Corse, on part en France. Ce qui me suit, avec c'est Robespierre, ça. Oui, je me disais aussi, je reconnaissais ce profil. Il invente la formule liberté, égalité, fraternité. Une formule issue de la Révolution, bien sûr. Mais c'est lui vraiment le premier qui va dire cette phrase. Il va le dire notamment dans son discours sur l'organisation des grandes nations. Vous le saviez, ça, Madame Maupertuis? Que c'était moi, je ne savais pas que c'était Robespierre qui avait dit liberté, égalité, fraternité. Voilà, et ça va être largement repris dans les sociétés populaires à la fin donc, du XVIIIe. Marie-Antoinette, un commentaire? Un commentaire, la création du franc, peut-être. Oui. On peut créer de la monnaie, faire marcher la planche à billets, mais ça crée de l'inflation. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir que les prix augmentent aussi. C'est pas la solution, hein, mais ne pas vendre c'est ses filles, utilisé. ne pas vendre ses filles non plus, oui, c'est pas la bonne solution. C'est vrai. Mon père a voulu me vendre. 1831. Bon, il aurait trouvé preneur parce qu'il y a quelques auditeurs, enfin des téléspectateurs qui appellent quand même chaque jour pour vous m'acheter inviter. Non, pour vous inviter quand même à des soirées. Hein. 1800... Ça s'est calmé dernièrement d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus court, comme la monnaie. 1831, la municipalité de Bastia lance un emprunt pour achever la place Saint-Nicolas et rendre la Traverse, qui est le boulevard Paoli, carrossable. On va voir des images de ce cours, donc on les a vues à l'époque, et donc on va faire un prêt pour faire tout ça, et on voit que ça a marché. Vous parlez que d'argent aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui je suis monnaie. Torna a Corsica con una attività di montagna che a me mi può permettere di sciapparmi i due ski, che si può dire così in 4 trezzette, voglio dire, o ski.
le ski, dont je cherchais la traduction en langue corse. En je n'ai Corse, pas trouvé. le ski, c'est au ski. Non, d'après ça, non, ma demande. D'accord. Voilà, ecco, la traduzione. Et donc, 1965, c'est l'inauguration de la station de ski d'Asco, qui sera finalement fermée en 1991. On a quand même 3 petites stations de ski en Corse, pas petites, 3 stations, Ghisogne, Valdez et Verge. Et là, on essaie vraiment de réouvrir Asco. C'est le but de certains élus, on attend. 2000, maintenant, toujours un 5 décembre, à Paris, RTL annonce la fin de sa célèbre émission Les Grosses Têtes, créée en 1976. Donc ça va être très simple, ils vont dire on va changer de présentateur, hein, il se fait vieux, Philippe Bouvard, et ils vont préférer De Chavannes. Ça va durer 3 mois, puisqu'ils vont perdre pas moins de 400 000 auditeurs en quelques mois, et donc Philippe Bouvard va revenir à la tête des Guignols dès le début 2001. Ce qui montre quand même l'attachement des auditeurs ou des téléspectateurs à un certain Vous présentateur. écoutez, vous, les grosses têtes? Ils sont toujours là. Hein. Ah oui, je sais, il a quel âge maintenant, Bouvard Je ne sais pas, peut mais partir, lui, hein. il est Non, on près n'a des pas le 80. J'ai pas envie, hein. Moi, admettons, j'aurais Pas le le temps, temps. mais j'ai pas envie. Hein. Donc, vous avez le droit de donner votre avis. 2001, Ouais. un an plus tard, toujours un 5 décembre, sortie au cinéma en France de Harry Potter à l'école des sorciers, adaptation du premier volet éponyme de la saga littéraire à succès de Rowling, Harry Potter, et donc quand même pas moins, dans le monde, quand même pas moins de 100 millions d'entrées pour ce film. Christelle, vous l'avez vu? Non. Bon. Moi, ça, moi Moi aussi, non j'ai le plus. droit de le dire. Moi, je n'aime pas Harry Potter. Bah je dois non. être la seule personne, peut-être. Non, moi À chaque aussi. fois, on me jette des Je suis comme pierres vous, quand moi. je le dis. Je suis comme vous, moi. 2007, 5 décembre, la lionne de Guénol, datant du 4e millénaire avant Jésus-Christ, est vendue aux enchères pour la somme de 39 millions d'euros chez Sotheby's. Sotheby's, à New York. Soderbein. Voilà. D'accord. C'est le plus haut prix à jamais atteint pour un... Drouot, encore, c'est facile, mais ça, plus haut prix jamais atteint par un objet archéologique quand même qui mesure, attention, on l'a vu à l'image, 8 cm, c'est-à-dire... Marie-Antoinette, vous le connaissiez? Et Tchuga Djuga. Voilà. Comment Vous parlez manca. Nakara, Tchuga Nakara. Allora, chaque 40 milioni in affare così, Écoutez, non so mica se voilà, au golpe, ma d'après sa mente, ce n'est qu'un 4 000 ans, 4 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, quand même, c'est pas rien. Alors maintenant, ce sont les naissances. Avec 1890, le 5 décembre, le premier cri poussé par Fritz Lang, réalisateur allemand. Il signe, pour moi, on le voit à l'image, il signe quand même son chef-d'œuvre Métropolis, réalisé en 1927. C'est le seul film de l'histoire qui a été classé au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. Je vous propose un tout petit extrait pour vous rafraîchir la mémoire. volontiers. Métropolis à voir et à revoir, puisqu'on a des versions en DVD. C'est toujours bien de le dire. Voilà. Et maintenant, 1901, 11 ans plus tard, après Fritz Lang, naissait Walt Disney. Star de l'audiovisuel, il était quand même producteur, réalisateur, scénariste, acteur et aussi bien sûr animateur de dessins animés. C'est le pionnier, on peut le dire, des films d'animation pour enfants, mais aussi des parcs d'attractions. Il a quand même du moins du parc associé à son entreprise. C'est un des pionniers en la matière. Et là aussi, j'avais envie de nous replonger dans notre tendre enfance. En plus, il est mort il n'y a pas trop longtemps. Il était presque centenaire, je crois, Walt Disney. Il a vécu... J'ai perdu Je vous mets sa date de ouais, je décès, crois mais qu'il est mort il y a très peu de temps. Mais il y a quand, je ne sais plus. On retrouve un petit extrait? Allez, si vous voulez. C'est mon favori. Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir? Qui craint le grand méchant loup? Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir? Voilà, c'était Walt Disney. C'est magnifique. Allez, on va parler recherche, tiens, si vous le voulez bien, puisque vous nous l'avez si bien annoncé tout à l'heure. Tout de suite, donc. Donc avec vous, Christelle, et bien sûr vous, hein, Marie-Antoinette. Le titre de l'émission va s'afficher. Vous pouvez dès à présent poser vos questions par SMS, bien sûr, et dans la deuxième partie de l'émission, nos invités se feront un plaisir d'y répondre. Nous avons d'ailleurs appelé ça la transmission de notre patrimoine culturel. C'est plus ou moins l'intitulé de votre thèse, en sciences de l'éducation. Alors j'aurais voulu d'abord savoir une petite définition. Qu'est-ce que c'est que les sciences de l'éducation, Christelle? Alors, les sciences de l'éducation sont apparues à la fin des années 60 en France.
et elle couvre un large spectre scientifique, hein, puisque vous avez des chercheurs qui travaillent en histoire de l'éducation, en philosophie de l'éducation, et donc en sociologie de l'éducation. Donc ça rassemble ce large spectre de chercheurs autour de ce que l'on appelle aujourd'hui, depuis la fin des années 60, donc les sciences de l'éducation. Alors, vous êtes simplement en première année de thèse. Hein. D'habitude, on reçoit... Année. En seconde année, pardon. D'habitude, on reçoit des gens qui ont déjà leur thèse confirmée. Vous commencez votre recherche. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a pris. Donc effectivement, je suis, on va dire, à mi-parcours plutôt, pour être précise. Donc la première année de thèse en général, que ce soit en sciences expérimentales, sciences dures, entre guillemets bien sûr, ou en sciences humaines et sociales, vous avez une première année où on fait l'état de l'art de ce qu'ont fait donc, nos prédécesseurs, et ensuite où on s'approprie notre sujet encore un peu plus, où on prend une dimension de chercheur en tant que tel, et ensuite un second moment où effectivement on développe notre protocole, ça peut être en modélisant ceci, ou effectivement, comme dans mon cas, où je vais entreprendre une enquête de terrain. Alors jusqu'à présent, donc, vous avez fait l'état de la recherche. Vous vous êtes posé quelques questions. Donc, et quelles questions vous êtes-vous posées? Dites-moi, Christelle. Alors ça, effectivement, ce sont les hypothèses. Tout ce qui est la problématique, donc toutes ces questions-là. Pour moi, je pars d'un constat d'inégalité d'accès au domaine culturel et je pars d'une conviction profonde que si l'école a une mission dans l'enseignement des fondamentaux, dire, lire et écrire, elle a, au-delà de cela, une mission sociale dans la transmission de ses repères culturels, qu'ils soient ces repères culturels, pour le cas de notre académie insulaire, en lien avec notre culture corse qui est riche, mais aussi en lien avec d'autres sphères culturelles. Donc là, l'école a vraiment une mission et c'est un petit peu mon point de départ, en tout cas. Alors, dans les dossiers que vous m'aviez envoyés pour préparer l'émission, vous avez beaucoup étudié Bourdieu, justement, notamment, qui montre que là, il y a une reproduction des élites et qu'on peut mettre l'école qu'on veut. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, qui ont les leviers un petit peu de tout, quoi. Et vous voudriez dire que l'école, elle peut interférer là-dedans, c'est cela? C'est votre combat? C'est quoi? Non, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, effectivement, il faut... derrière une thèse, effectivement, avoir tout un appareil quand même de motivation, d'hypothèses que l'on souhaite donc tester, sur lesquelles on s'interroge. Et effectivement, Bourdieu, les autres également passeront, qui montrent le rôle aussi de l'école dans le maintien des hiérarchies un peu sociales. Toutes les questions et finalement qui sous-tendent ma recherche. Mais comment ça vous est venu cette envie? Vous en avez parlé avec Marie-Antoinette? C'est vous qui aviez un sujet et qui a dit allez hop, on a ça, tiens, Christelle, comment ça se passe là? Alors comment ça se passe? Une fois par an, les directeurs potentiels de thèse proposent des sujets aux doctorants. Et d'ailleurs, ce sont des sujets qui sont mis en ligne pour pouvoir attirer des doctorants venant d'ailleurs aussi. Donc il y a une plateforme numérique qui est prévue à cet effet d'ailleurs. Et en l'occurrence, Bruno Garnier, qui est le directeur de thèse de Christelle, avait proposé ce sujet. Et Christelle, effectivement, était partante. Donc il y a une interaction qui se fait entre le directeur de thèse et le doctorant. Et les sujets de thèse déposés par les directeurs doivent être cohérents avec les thématiques du laboratoire de recherche. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, comment ils arrivent ces sujets, pourquoi est-ce que ça vous questionne ça? Pourquoi ça nous questionne? Parce que dans notre laboratoire, vous avez deux équipes, et en l'occurrence, une des équipes travaille sur la question de la transmission du patrimoine, en général. Donc il s'agit de l'équipe Identité et Culture, les processus de patrimonialisation, qui est dirigée par Diago Moutière et Dominique Verdogne. Et en l'occurrence, il travaille sur les processus de patrimonialisation à différentes échelles, dans différents milieux. Il réalise un protocole en plusieurs étapes, l'inventaire des patrimoines, leur authentification, leur valorisation. Et en l'occurrence, un sujet, a priori, qui peut paraître déconnecté
de cette préoccupation-là, mais en fait est très très liée, puisque Christelle travaille sur la transmission du patrimoine en milieu scolaire. Bon, il s'agit du patrimoine culturel et de l'enseignement des arts dans les milieux scolaires, mais ça fait partie, bien évidemment, d'un processus de patrimonialisation qui doit être analysé par les chercheurs, donc qui est analysé par l'équipe de recherche, et qui ensuite trouve des voies de valorisation auprès de la société civile, auprès d'institutions. En l'occurrence, là, l'institution concernée, c'est l'Éducation nationale. Alors, vous avez 3 ans pour remplir cette mission. La première année, on a bien compris, vous avez fait un petit peu état de la recherche. Là, maintenant, l'année qui commence, vous allez aller dans des écoles primaires, vous avez choisi des écoles primaires. Et qu'est-ce que vous allez constater? Enfin, qu'est-ce que vous voulez constater? Alors, le but, effectivement, quand même, de la recherche, c'est d'avoir quelques hypothèses de départ. Il s'agit ici de faire un état des lieux des pratiques pédagogiques, de l'usage du patrimoine culturel. Et, c'est quoi le patrimoine culturel, d'ailleurs? Tiens, le patrimoine culturel, c'est... pour une école, ça peut être son environnement proche, le patrimoine bâti, donc, mais ça peut être un patrimoine culturel plus lointain, donc qui peut à ce moment-là trouver des passerelles avec notre environnement immédiat. Donc à ce moment-là, pour que vous apportiez des définitions un peu plus claires, les arts visuels, vous avez donc la peinture, vous avez la sculpture, vous avez le dessin, la gravure, etc. Donc voilà, tout ce qui englobe voilà, cette grande définition. On entend aujourd'hui le mot patrimoine tous les jours, mais aujourd'hui, il convient quand même de mettre une définition. C'est cette... voilà, c'est ce qui nous arrive de notre passé et qu'il convient de garder, de transmettre vers le futur. Et donc, le transmettre et apprendre aux élèves justement à se l'appréhender, à le faire leur, à ce qu'il soit une partie de leur identité personnelle, eh bien, c'est aussi un des rôles de l'école. Donc justement, vous allez dans l'école et vous vous asseyez au fond de la classe. Comment vous allez faire? Alors, dans un premier temps, donc à partir de janvier, je vais effectivement rencontrer les enseignants grâce à un questionnaire que j'ai élaboré. Donc, élaborer un questionnaire d'enquête de terrain, c'est un long processus. On ne se dit pas un matin, voilà, je vais... Non, c'est un long processus donc, qui a germé et qui est arrivé à son terme, qui va être proposé début janvier dans les classes. Ensuite, un recueil de données, un traitement, une analyse des données. Et ensuite, je l'espère, donc une photographie aussi objective que possible. Alors, il s'adresse à qui le questionnaire? Aux enseignants? Aux enseignants. Aux enseignants. Voilà. Qu'est-ce que vous posez comme question, par exemple? Des questions très simples sur pratiquez-vous, à quel moment pratiquez-vous vos séances d'histoire des arts, quels sont les outils que vous utilisez, donc ça peut être une base de données en ligne, quelle est la formation que vous avez reçue pour mettre en place ces séances, parce qu'un professeur des écoles aujourd'hui, effectivement, initialement, n'a pas reçu de formation. Et donc, comment est-ce que le ministère a mis en place des formations? Est-ce qu'elle est adaptée, etc. Bref, toutes ces questions qui sont autour de cette... Parce que cette idée, ça vous est venu depuis 2008, où on a introduit en classe l'histoire de l'art, c'est cela? L'histoire des arts. L'histoire des arts. Ouais. Effectivement, alors, du jour au lendemain, on introduit ça et vous voulez savoir un petit peu comment... Ce qu'on en fait, quoi, de ça. Et puis surtout, ça vient d'une sensibilité aussi personnelle, puisque je suis passionnée d'art en général, d'art africain en particulier. L'école, pour ma part, m'a quand même offert beaucoup de chance. Et en fait, voilà, aujourd'hui, cette sensibilité à l'art, ce long cursus que j'ai, cette réflexion que j'ai eue, voilà, arrive en adéquation avec ce sujet de recherche. J'ai beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. J'espère que vous aurez beaucoup de chance, parce qu'il y a le jeu, justement, tout de suite. Oui, c'est le jeu du jour avec une archive des images d'archives qui datent d'un 5 décembre. Je vous laisse tout d'abord jeter un petit coup d'œil à ceci. Des centaines de personnes se sont retrouvées cet après-midi à Bocognano à l'occasion de la 5e foire de la châtaigne. Une manifestation qui se déroule sur 2 jours et qui réunit cette année plus de 150 exposants. La châtaigne et ses dérivés sont bien entendu à l'honneur, mais cette année encore beaucoup d'autres artisans et producteurs se sont donné rendez-vous à Bocognano. Demain auront lieu les traditionnels concours de farine et de pâtisserie qui opposeront des concurrents venus de toute la Corse.
Lei d'intesa dira 5ª edizione di Savira di Bugugna, mais c'est bien beau, 5e édition, mais en quelle année étions-nous? De quelle année datent ces images? C'était un 5 décembre. L'indice, c'est que c'était la 5e édition. En quelle année étions-nous? C'est un petit calcul mental à faire. Pas très compliqué tout ça. Non. Voilà, alors vous nous appelez bien sûr si vous avez la réponse. 0800 000 900. Et puis, à gagner aujourd'hui, il s'agit du CD Dimantini, Bastia, dont on écoute un petit extrait. Odore il latte caffè, ogni stonda mi rammenta e Bastiglia de Gunte. Non, les Mantini n'ont pas changé, ils ne sont pas mis à changer de répertoire, ne vous inquiétez pas, ou plutôt rassurez-vous, parce qu'il y a du sérieux, il y a du poétique, du très sensible, mais aussi bien sûr Emma Gagne et Bastiac. Come i Mantini hanno sempre cantato. Merci, merci. Allez, on revient avec vous. Dites-moi, quand vous aurez fini votre thèse, le but, ça va être quoi? Je m'adresse peut-être à votre... Vous êtes la directrice de recherche d'ailleurs ou pas? Non, j'ai précisé, non, le directeur de thèse est monsieur Bruno Garnier. D'accord, donc ça va être d'aller avec votre thèse et d'aller devant le ministre de l'Éducation nationale en disant ça fonctionne ou ça fonctionne pas ton truc de la culture à l'école. C'est ça le but? Alors, le but final, c'est peut-être pas celui-là, en tout cas pas directement. On ne va pas directement chez le ministre, mais par contre, si le travail de thèse est bien réalisé, qu'il y a des résultats scientifiques avérés et des recommandations normatives sur ce qu'il faudrait faire, pas uniquement ce qui est, mais ce qu'il faudrait faire, effectivement, puisque Christelle travaille aussi, est en contact avec des acteurs locaux dans le domaine de l'éducation nationale, l'inspection académique, rectorat, etc. Il peut y avoir un certain nombre de recommandations qui pourraient être retenues. C'est ça le but de la recherche dans l'université, c'est ça de temps en temps c'est souvent cela aussi, c'est-à-dire que la finalité de la recherche, nous l'avions déjà précisé au début de la série de cette émission, la finalité de la recherche, c'est de produire de la connaissance théorique, mais de la connaissance aussi qui soit utile au progrès social, dans tous ces aspects, dans toutes ces dimensions, à savoir le bien-être des individus, la vie de tous les jours, les innovations technologiques, des médicaments, on va peut-être en parler tout à l'heure. On va en parler certainement tout à l'heure. Les conditions de vie, le progrès dans le domaine de la transmission des savoirs, c'est ce que fait Christelle, le domaine artistique. Donc, il y a deux volets, la production de connaissances théoriques et le transfert de ces connaissances. L'application pratique. Voilà, le transfert. Alors, ça ne se fait pas tout de suite directement, et ça ne se fait peut-être pas au même moment. On peut redécouvrir des procédés ou des technologies qui sont restés dans une thèse et dans un rayon de bibliothèque quelques années, et puis trouver que finalement, ça peut servir à quelque chose aujourd'hui dans un autre domaine. Voilà, ça ne se fait pas automatiquement dans les 6 mois ou dans les 2 ans qui suivent. Mais quoi qu'il en soit, dans la chaîne de production du savoir, vous avez au départ cette volonté de faire progresser le savoir et ensuite de la mettre à la disposition de la société et de l'humanité dans son intégralité. J'avais une petite question pour Christelle, puisqu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, j'ai une nièce, et je vois qu'à l'école, il y a beaucoup de transmission, je dirais, de la culture insulaire, de la langue, du patrimoine, tout ça. Est-ce que ça va rentrer aussi en compte, ou ça ne va vraiment que se focaliser sur l'histoire de l'art, qui est nouvellement au programme de l'Éducation nationale? Alors, donc, pour une petite correction, l'histoire des arts et non pas l'histoire de l'art. Voilà. Ensuite, la question que vous me posez, donc par rapport à votre nièce qui aurait donc une... souvent, d'un point de vue pédagogique, les enseignants utilisent, et elle a bien de la chance parce que dans certaines classes, bon nombre d'enfants n'ont pas accès ou n'ont pas un enseignant qui va penser à mettre en place une telle politique, une telle séance. Et en tout cas, souvent, l'enseignant se sert de notre richesse locale pour donc ces séances et donc pour servir justement et donc prendre appui sur des séances d'histoire des arts. Véronique, vous allez faire ça dans combien de classes? Véronique, Christelle, décidément, Moi aussi, je suis souvent rebaptisée, c'est normal. Je sais pas. Je cherchais une Véronique. Non. Je sais pas. En plus, je ne vois pas d'où... Bon, bref, Christelle. Oui. Christelle, dans combien de classes vous allez vous mettre en fond de classe? Dans combien d'écoles? En fait, il y aura donc 42 écoles en Corse du Sud
Et en Haute-Corse, j'ai 47 écoles qui seront... Donc vous allez venir, hop, vous allez distribuer les photocopies, vous allez ramasser tout ça et toute seule, vous allez faire les statistiques, etc. Et grâce à ces statistiques, vous allez nous élaborer une théorie. Oui, en tout cas, une photographie, un constat, un état des lieux, voilà, des pratiques. Et Christelle, l'état des lieux se fait vis-à-vis des professeurs, hein, du côté élève, non? Non. D'accord. Et sur une seule année, donc? Oui, sur une seule année. Sur une seule année. Bon. C'est un beau défi. Ça fait Très 100 beau écoles. défi. Très beau défi. Vous ne bougez pas de toute façon. J'ai encore quelques petites questions à vous poser. Et puis, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Diane, on va recevoir une doctorante en sciences dures, comme vous dites, et puis notre chroniqueuse du jour. Bref, encore plein de choses à voir dans INSEE. Mais je compte sur vous. À tout de suite. On fait une petite pause de 5 minutes.